Je me tourne maintenant vers Hélène Frade pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour. On va d'abord parcourir la presse turque au lendemain de l'attentat suicide à Suruç qui a fait une trentaine de morts et une centaine de blessés. Les images de cette explosion extrêmement violente font la une du journal turc Hürriyet qui rapporte que la grande majorité des victimes sont des jeunes turcs et kurdes qui s'apprêtaient à aller reconstruire Kobané, où un autre attentat tuait au même moment deux combattants kurdes. Kobané, on le rappelle, qui se trouve juste à côté, à 5 km de Suruç, de l'autre côté de la frontière avec la Syrie. Cette double attaque est attribuée par le gouvernement turc à l'organisation État islamique. Et si cette accusation était avérée, l'attentat de Suruç serait le premier du groupe État islamique sur le sol turc. C'est une hypothèse que confirme d'ailleurs un expert cité par Hürriyet. Selon lui, l'organisation pourrait avoir tenté de mettre en garde à travers cet attentat les autorités turques qu'elle accuse de mener des opérations contre ses membres et cibler aussi les partis kurdes de Turquie, le HDP et le PKK qui soutiennent, on le sait, les combattants de l'YPG, les combattants kurdes de Syrie, le gouvernement et les partis pro-kurdes dont les djihadistes tenteraient, à travers cet attentat, d'aggraver également les dissensions. L'organisation de l'État islamique dont le chef Abu Bakr al-Baghdadi aurait pris ses dispositions pour que son groupe lui survive s'il venait à être tué. C'est ce qu'affirme The New York Times, qui explique que Baghdadi a renforcé les pouvoirs de ses adjoints et celui des commandants locaux en Irak et en Syrie pour que l'organisation continue effectivement son combat si lui-même ou d'autres dirigeants du mouvement étaient éliminés. D'après le journal, il aurait délégué un certain nombre de responsabilités à son cabinet, le Conseil de la Choura, qui comprendrait entre autres un ministre de la guerre, un ministre des Finances, un ministre des Affaires religieuses. Le quotidien raconte que la hiérarchie du mouvement, qui est formée à la fois par des vétérans d'Al-Qaïda qui ont survécu à l'insurrection contre l'armée américaine et d'anciens officiers bassistes, est dirigée essentiellement par des Irakiens. Les deux principaux dirigeants du mouvement avec Baghdadi seraient d'ailleurs Abu Ala al-Afri, un ancien adjoint de Zarqawi qui a été tué par l'armée américaine, et Abu Muslim al-Turkmani, un ancien officier des forces spéciales irakiennes. The New York Times rappelle que des sources irakiennes ont fait état de la mort de ces deux hommes, mais rappelle aussi que ces disparitions n'ont pas été confirmées jusqu'à présent. Plusieurs journaux reviennent également sur la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, les deux pays qui ont officiellement rouvert hier leurs ambassades à La Havane et à Washington. Et cette nouvelle étape du rapprochement historique engagé en décembre dernier par Barack Obama et Raúl Castro, le frère de Fidel Castro, fait la une du China Daily qui titre sobrement et simplement sur le rétablissement des liens diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Un peu plus poétique, le quotidien officiel de La Havane, Granma, annonce et montre que le drapeau cubain flotte désormais sur Washington. Quant au New York Times, il veut croire que la réouverture de leurs ambassades n'est que le début du rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis. Une détente dont le journal dit espérer qu'elle mettra fin à la répression politique à Cuba qui a été, on le sait, justifiée jusqu'à présent, notamment par la nécessité de combattre l'ennemi américain. Les États-Unis, où Donald Trump serait pour le moment le mieux placé dans la course à la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2016. N'employez pas vos oreilles. Le mania de l'immobilier serait effectivement le candidat préféré de 24% des électeurs républicains, en croire un sondage publié hier par The Washington Post, qu'il donnait d'ailleurs loin devant ses deux principaux rivaux, Scott Walker, 13%, et Jeb Bush, 12%. Sauf que ce sondage a été réalisé entre jeudi et dimanche dernier et que la majorité des personnes interrogées l'ont été avant les déclarations de Donald Trump sur le sénateur John McCain. C'était samedi, des déclarations qui pourraient lui valoir une chute en piqué, selon The Washington Post, qui rapporte que l'homme au halo capillaire, or et blanc, a déclaré que le sénateur McCain n'était pas un héros de guerre, je le cite, et qu'il ne jouissait de ce statut que parce qu'il a été capturé, je le cite toujours. J'aime les gens qui n'ont pas été capturés, a conclu Donald Trump, qui a refusé ensuite de s'excuser, malgré la volée de bois vert que lui ont valu ses propos, notamment chez ses amis républicains, pour qui attaquer un ancien combattant prisonnier de guerre et torturé est une faute lourde. Trump est-il finalement le meilleur ennemi de lui-même et accessoirement de son propre camp? C'est ce que suggère en tout cas ce dessin de Tom Towles dans The Washington Post toujours, qui le montre, on le voit, la bouche en cœur, Donald Trump déclarant qu'il aime les gens qui ne se font pas capturer. Vraiment, demande l'éléphant républicain.
pris en otage, cadenassés, pieds et poings liés par des chaînes nouées, je cite, par les crétins qui ont de l'argent. On finirait presque par s'y habituer, ajoute-t-il. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale. Restez sur France 24, l'information continue.